cours. Ok. Donc l'organisation Joomla met en place à nouveau pour la première fois depuis quelques années ce qu'on appelle la Joomla World Conference, c'est-à-dire un petit peu l'équivalent des Joomla Day qui ont lieu dans chacun des pays, mais au niveau mondial. Donc ça dure 3 jours, les 16, 17 et 18 octobre à Potsdam, à côté de Berlin. C'est d'une part super sympa, d'autre part avec tous les intervenants de Joomla, la plupart des membres de l'organisation, à la fois administrative, commerciale, marketing, promotion, le support, la documentation, puis la plupart des développeurs, beaucoup sont dans cette zone géographique, donc la plupart seront présents. Donc c'est l'occasion absolue de discuter directement et de faire passer des messages ou d'apprendre ce qui va arriver, ce qui va se passer. Il y a notamment un gros projet, un gros financement qui est en passe d'être obtenu pour c'est pas de l'Union européenne, c'est du gouvernement allemand, pour notamment en particulier travailler sur l'accessibilité de Joomla en général. Donc il y a un gros budget financier qui va permettre d'embaucher des personnes, des gestionnaires de projets en tout cas, pour travailler sur l'accessibilité. Donc c'est pas complètement finalisé, mais ça va normalement se faire et ce sera le moment où ça va démarrer certainement. Voilà, donc il y aura de la grosse actualité. Et la deuxième, voilà, et donc Pascal a copié le lien où on peut voir tous les détails et s'inscrire et acheter les billets, etc. Voilà. La deuxième chose, c'est une autre actualité, c'est l'actualité de sécurité. Pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui n'auraient pas été mis au courant, il y a eu une série, en fait, de 2 ou 3 à la suite, grosse faille de sécurité dans le composant éditeur JCE, qui est utilisé par un grand nombre de personnes. Et voilà, c'était une très très grosse faille qui a mis 2 versions à corriger complètement. Donc il faut absolument faire la mise à jour sur la dernière version qui est 2.99.6, je crois. Celle qui se termine en .6. Et c'est encore une autre version qu'il a fait en améliorant encore, en renforçant encore la sécurité à la suite de ces événements. Et il faut absolument faire la mise à jour, même si vous n'avez pas d'abonnement, même si vous n'avez pas payé, même si c'est pas. C'est aussi sur la partie gratuite. C'est JCO, c'est parce que c'est une chose qui permet cette faille permet de prendre le contrôle de votre site, même si, permet à un attaquant qui n'est pas logué, qui n'a aucun accès, qui n'a rien du tout, il peut prendre le contrôle entièrement de votre site et de votre serveur. Donc c'est très sérieux et très dangereux, donc il faut faire la mise à jour. Je pense que la plupart des gens sont au courant, mais il vaut mieux le dire. Voilà. Alors par contre, JCE communiquait sur le fait que c'était la version Pro, mais c'est pas la version Pro, c'est toutes les versions JCE qui sont concernées, la Pro et la pas Pro. Donc c'est la 2.9.99.6 qui corrige tout ça. Voilà. Donc voilà, faites les mises à jour. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire? Le Joomla Day, peut-être, si en France. On n'a pas vraiment décidé. Oui, c'est pas complètement décidé, mais enfin, on est en train de. D'accord. Yann est là. Yann, tu veux en dire un mot sur ce qui est décidé, pas décidé? Non. Bon. Non, bon. J'avais des difficultés, en fait, excusez-moi. C'est tout simplement, en fait, on a choisi une date. Donc, ce sera sur une journée, ce sera en visio, ça c'est en ligne, tout simplement pour des raisons, en fait, que l'année précédente on avait quand même un nombre de personnes participants qui était assez réduit. Et derrière, en fait, c'est pour nous laisser un peu le temps de revoir un peu la formule du Joomla Day et sur l'année prochaine. Et donc derrière, en fait, l'idée, c'est qu'au mois de novembre, c'est bien ça, Yannick? Oui, la date qui a recueilli le plus de votes, c'était le 13 novembre. Le 13 novembre. L'autre chose étant que ce serait un vendredi et non plus un week-end, comme ça a été le cas précédemment.
Donc un vendredi 13. Voilà. Oui, tiens, Ah j'avais oui, en pas fait plus, oui. gaffe. J'avais On raté est celui-là. bons auspices. Ok, donc voilà, vous avez la date. Les sujets, bien sûr, seront annoncés dès qu'on aura Dès que vous nous aurez proposé les sujets, bien sûr. Voilà, Hein, parce exactement. que tout le monde est prêt à participer, tout le monde est prêt à présenter, tout est ouvert et voilà. Tout le monde a quelque chose à dire d'intéressant, Et ce je commentaire est pense. valable aussi pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc, c'est pas juste les personnes présentes dans la salle. Tout le monde est le bienvenu Voilà. pour se proposer comme intervenante ou proposer un sujet si on n'est soi-même pas calé mais qu'on a une bonne idée. Exactement. Donc, Voilà. de toute façon, on communiquera sur Joomla.fr et aussi on enverra une newsletter en fait aux membres de la FUGE et peut-être même de façon plus élargie en fait aux membres actifs du forum. Voilà, voilà pour moi. Très bien. Voilà, contactez la FUGE en même temps que vous adhérez. Pensez à contacter la FUGE pour dire que vous êtes volontaire. Et maintenant que les annonces sont faites, en direct de Lorraine, le grand, le beau, le magnifique, le compétent, l'intelligence naturelle qui va nous faire des commentaires sur l'intelligence artificielle, Serge Billon. Et j'aurais pu être belge. J'aurais pu être belge. Alors voilà, deux qualités. Une qualité supplémentaire, mais non. Voilà. Donc là, la présentation aujourd'hui, ça sera fait sur comment intégrer, comment connecter Claude Desktop à Joomla directement. Et on va passer tout de suite au sujet. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Comment on fait? Ouais, démarrer le partage d'écran. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Hop. Et j'ai franchement pas l'habitude de ça. Voilà. Ok. Comment connecter Claude au site Joomla? Donc, au programme, on va s'interroger un peu sur pourquoi utiliser une IA. Je raconterai ce que je fais, ce que je ne fais pas avec l'IA, comment on accède à Claude, quelles sont les différentes formules et la notion d'API. Qu'est-ce que c'est qu'un MCP? Comment j'ai créé le connecteur que je mets à disposition ou que vous pouvez créer par vous-même. Voilà, les cas d'usage et puis la démo. N'hésitez pas à m'interrompre si vous ne, enfin, si vous suivez pas, s'il y a un truc qui est pas clair. Le document là a été fait par moi et par Claude, donc je vais peut-être découvrir des choses au fur et à mesure. Voilà. Alors, pourquoi utiliser l'IA? Pourquoi ça peut être intéressant pour nous d'utiliser l'IA? Parce que des fois, on a des tâches répétitives, on fait de la rédaction, de l'apport de produits, voilà, qui prend du temps. On a il y a des compétences qu'on n'a pas forcément, donc parfois on a besoin d'aide. Certains sur le SEO, certains sur la rédaction, par exemple. Et on court un peu après le temps parce que les clients veulent que ça aille vite. Alors moi, ce que je fais avec l'IA au quotidien, la gestion de contenu, alors rédiger des articles complets, surtout les articles techniques, ça me permet vraiment de les rédiger. Mettre à jour des pages clients, notamment, par exemple, si
enfin, les articles comme les pages sur des sites clients où le client ne donne pas les contenus et puis on doit se baser sur des data externes pour créer des pages de présentation. Voilà, ça peut être intéressant. Créer des descriptions produits, reformuler du contenu existant, etc. Traduire les articles. J'utilise une IA qui s'appelle DeepL, qui m'aide beaucoup. En SEO, on peut générer les balises méta, par exemple, rédiger les textes, voilà, quelques petites idées. L'IA peut servir aussi pour débugger un plugin. Il y a un code qui dysfonctionne. L'IA peut, grâce à la documentation Joomla, qui est une documentation ouverte, on peut très bien débugger ce plugin. On peut générer un petit code PHP si on n'est pas développeur. Ça permet de trouver une petite solution, une petite fonctionnalité. Parfois, on a une petite erreur 500. Il suffit de donner l'erreur à l'IA et puis on y arrive. Voilà. Sur le SQL, par exemple, travailler sur tableur pour modifier la base de données ou générer un script SQL, l'IA le fait très bien. Moi, ce que je fais pas, c'est prendre des décisions. Finalement, à la fin, il faut toujours un humain pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Jamais donner de données sensibles client, évidemment. Jamais de publication sans relecture. Et puis, évidemment, tout ce qui est, enfin, moi, c'est mon cas. Ce que je ne fais pas, c'est la relation client, c'est-à-dire la gestion de mes mails, la gestion des appels, etc. Certains le font, mais je ne le fais pas. Ok. Alors, pourquoi moi j'ai construit ce connecteur? Quelles sont mes vraies raisons? Cloud Desktop, c'est quoi? C'est une application bureau qui peut avoir accès à vos fichiers, à vos sites, à vos données, qui fonctionne hors navigateur, qui a un contexte de conversation assez long. Et moi, mes raisons concrètes, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que je voulais un outil qui était accessible à tous. Donc, pensé pour les non-développeurs. Moi, je suis pas un développeur. Et qu'une fois installé, j'avais plus à m'en occuper au niveau technique. Mon usage principal, c'était l'envoi de données avec direct, sans intermédiaire. Il y a des choses qui nous ont été proposées, notamment par Marc Dechèvre, en disant on peut passer par mail, par N8N, par Zapier. Alors qu'il y a des connecteurs sur Cloud qui permettent de passer par Make et par N8N, moi je passe pas par là. J'ai pas besoin d'intermédiaire pour certaines choses. Et je peux gérer tous mes sites au même endroit. J'ai un seul serveur MCP et quelques lignes de code et je mets tous mes sites au même endroit. Cloud AI. Cloud AI, c'est gratuit, mais on en vient vite en termes d'usage à la version pro qui est à 20 € par mois. Alors on peut prendre que pour un mois. Et la version max, alors moi j'utilise la version pro actuellement, et la version max qui est à 100 ou 200 € par mois, qui multiplie les quotas. Alors, vous pouvez tester avec la version gratuite pour commencer. L'API anthropique, il faut expliquer ce qu'est l'API anthropique. L'API anthropique, c'est en fait, ça fonctionne avec des tokens. Et en fait, c'est un système d'abonnement à l'usage. C'est-à-dire que vous achetez des tokens, des jetons.
et vous avez un code. Il y a beaucoup d'applications qui fonctionnent comme ça par API. C'est pas le cas de l'abonnement Google Desktop. On a alors je vous ai mis quelques tarifs. Et certains préfèrent passer directement par l'API, d'autres par le desktop. Je vais avoir du mal tout au long de ma présentation avec ce mot-là. OK. Claude, on a Claude.ai, donc ça c'est la version web de Claude Desktop, qui permet depuis son téléphone portable, ou depuis n'importe quel navigateur, même sur votre ordinateur de bureau, ça vous permet d'accéder directement à Claude. Desktop, c'est la version pour bureau, mais qui a la capacité de voir vos fichiers locaux et qui se connecte aussi, qui peut se connecter à vos différents outils, je sais pas, Word, Excel, il y a plein d'outils auxquels il a accès, y compris votre messagerie, par exemple. Avec Claude Desktop, on a Claude Code, qui est un agent de développement qu'on peut mettre qu'on peut connecter à son IDE et qui fonctionne très bien. Les développeurs actuels disent que c'est un des meilleurs et qui comprend très bien le code et surtout le code Joomla. Donc, il aide en direct au codage. Et Claude Cowork, c'est un agent, une IA agentique qui permet, par exemple, de créer des tâches répétitives. Personnellement, je m'en sers pas, mais on pourrait s'en servir pour dire, tous les jours, tu ouvres ma messagerie, tu tries mes messages, certains, tu vas y répondre de telle et telle manière, etc. Alors, directement dans Joomla, il existe des plugins. Alors, j'ai noté, il existe des plugins, j'en ai pris quelques-uns, qui peuvent être connectés par l'API, donc c'est par le système de token acheté à l'avance, enfin, qu'on paye à l'usage. J'ai mis ForAI, mais ForAI, je ne sais pas, Yannick, tu vas peut-être me dire, je ne sais pas s'il est prévu pour Claude, mais je sais qu'il fonctionne avec les IA. Non, il fonctionne avec. Si tu parles de l'API Ouais. d'Anthropic, non. Oui. Non. L'API d'Anthropic est plus chère, donc il fonctionne avec celle d'OpenAI et avec celle de Google. OK. Comme API. OK. Mais voilà, ça fonctionne par API directement sur dans votre site, qui permet, par exemple, d'intervenir sur les descriptions, la fabrication, l'édition de texte, enfin tout ce qui est data de contenu. Il y a un plugin pour l'éditeur JCE Pro directement dans l'éditeur. Akiba en a fait un aussi pour TinyMCE. Il y a Pascal Conro qui m'a contacté en disant tiens, j'ai fait ça. Alors je pourrais vous le montrer tout à l'heure, mais il m'a dit tiens, j'ai fait ça, et il a prévu en test un connecteur depuis l'API Claude dans la mine de Joomla qui permet de générer des textes, de toucher aux métadescriptions. Et dernièrement, on nous a présenté sur Mattermost, il y a un nouveau thread qui est
à propos de l'IA. Et on nous a présenté Seano Saei, qui c'est un agent IA qui est intégré à l'admin Joomla 5, et ils ont aussi la possibilité de le mettre sous WordPress, disons-le. Donc, je l'ai testé avec l'API. J'ai payé un petit peu. Bon, la version, j'ai testé la version gratuite juste pour qu'il me fasse un contenu. Il a quand même ramé beaucoup, et il m'a bouffé tout mon crédit assez vite pour faire un article. Mais bon, c'est bon à savoir, et c'est bon à prendre en main. Et il y a des connecteurs MCP, on verra ce que c'est après, mais il y a des connecteurs MCP. Moi, j'ai noté le mien. Nicolas de Akiba en met un à disposition sur GitHub. Il y en a un autre sur GitHub que je n'ai pas testé, qui s'appelle Nasoma. Et il y a Martin Kopp qui fait partie des développeurs Joomla, de la communauté Joomla, qui en a sorti un. Vous trouverez aussi, enfin voilà, si vous allez fouiller un peu dans GitHub, des serveurs MCP avec l'installation, le système d'installation. MCP, c'est le modèle contexte protocole. Ça permet à Claude de parler à des outils externes, et donc des fichiers, des sites, de l'API. Et en fait, le MCP, c'est un peu comme si c'était un connecteur entre Claude et vos outils. Ça traduit vos mots en action, et ça définit exactement ce que Claude peut et ne peut pas faire. Donc, dans le serveur MCP, il va y avoir des fichiers où on va indiquer à Claude ce qu'il peut faire et ne pas faire. Donc, en pratique, il y a un fichier JSON. Il y a un fichier JSON qui déclare les serveurs MCP disponibles. Voilà. Alors, moi, comment je me suis décidé à faire un connecteur MCP Joomla? Clairement, au départ, j'ai vu que j'ai pris en main Claude, et j'ai vu qu'il y avait des connecteurs. Je lui ai dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un connecteur Joomla? Question bête, hein. Mais la réponse était non. Est-ce que j'avais entendu parler de MCP pour WordPress. J'ai dit, est-ce que ça existe, MCP pour Joomla? Non, ça n'existe pas. Mais si tu veux, on peut installer un serveur MCP sur ton ordinateur. C'est Claude qui me l'a dit. On peut tenter le truc. Voilà. Sachant qu'au départ, Claude me disait, c'est pas possible. Et je lui ai quand même dit, oui, mais Joomla, il a une API. Tiens, voilà, la documentation, elle est là. Qu'est-ce que tu en penses? Il a regardé la documentation, il a dit oui, il y a une API. Effectivement, on peut venir de l'extérieur, modifier des choses. Donc, pourquoi pas, on tente le truc. Et donc, ça se passe comment? On tape une instruction, Claude Desktop, on comprend le sens. Il envoie un ordre au serveur MCP, qui envoie une commande à l'API REST de Joomla, qui exécute l'action et qui crée, par exemple, l'article. OK, donc, dans le JSON, on va avoir un code comme ça. Tu vas juste dire
juste donner une ligne de commande avec des arguments. Ça nécessite Node.js, on verra ça après. Alors, mon connecteur, aujourd'hui, ce qu'il sait faire, il sait lister les articles, lire l'article, créer, modifier, lister les catégories, créer les catégories, lister les menus, lister les utilisateurs. On a touché aussi aux tags. Alors, j'ai pas tout mis. Ok. On a touché aussi aux tags. Je sais aussi lui faire installer des images, des images distantes. Donc, si je lui dis les images, elles se trouvent à tel endroit, il va me les mettre, il crée des dossiers et il me les met, il me les charge. Je viens de le faire pour là un site d'une épicerie avec des images en vrac, en vrac dans un drive. Je lui ai dit, écoute, trie-moi, voilà le drive, trie-moi les images et va me les ranger dans les différentes. Alors les images par leur nom. Hein. Il voit pas dans le drive si c'est une image d'une carotte ou d'un chou, mais si c'est marqué carotte.jpg, il sait que c'est un légume et il va aller me le mettre dans un dossier qu'il aura créé légumes. Voilà. Alors, les cas d'usage métier Joomla, voilà. Un webmaster ou un développeur peut avoir besoin de ce cas-là. Par exemple, un webmaster peut rédiger un article, compléter les méta, créer une catégorie, corriger, améliorer son contenu. Claude est capable d'aller voir le contenu et de l'analyser, le contenu auquel il a accès, évidemment. On peut lui... Alors, pas dans Joomla, moi je m'en sers pas comme ça. On pourrait s'en servir avec Claude Code, mais moi il peut débugger un plugin, générer un module custom. Claude m'a déjà aidé pour des projets à me faire un module que le développeur n'avait pas fait la fonctionnalité qui intéressait le client. Et il m'a dit, bah écoute, c'est tout, nous on va faire un module et ça a fonctionné. Préparer les contenus clients, la manipulation des CSV ou des SQL, ça, quand on doit renvoyer des produits, les manipuler, il le fait bien. Et puis, en fonction de ce qu'il vient de faire, si on doit faire une documentation, ça permet de faire soit de la doc technique ou de la doc pour les présentateurs, pour les administrateurs. Alors, en SEO, les balises, des textes alternatifs du maillage interne, par exemple. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça touche comme content, ça touche les champs natifs. Je l'ai pas essayé, mais Claude me dit, moi, demain, IKShop, vu la documentation d'IKShop, je vais pouvoir taper dedans. Il m'indique que Virtumart, c'est en développement, donc et Flexible Content, c'est pas encore fait complètement, mais qu'on pourrait éventuellement le faire plus tard, une fois que les outils auront évolué. Donc ça peut être intéressant d'aller lui faire de faire sa boutique par exemple avec IKShop. Moi j'aime bien Virtumart, mais de dire j'utilise IKShop, comme ça un MCP va pouvoir utiliser le code d'IKShop pour aller changer les descriptions, faire un nouveau produit, etc. Pour démarrer, il y a
trois étapes, voire même 4. Alors, il vous faut Cloud Desktop, installer le serveur MCP Joomla, et voilà. Après, on fait sa demande tout simplement. Ça, c'est tout simplement, mais voilà, de manière plus compliquée. Installer le connecteur MCP Joomla, il faut installer Node.js. C'est simple, c'est simple. Vous allez sur nodejs.org et vous suivez les instructions. Ça se fait de manière simple. Parfois, il faut redémarrer son ordi, mais voilà. Sur Joomla, il faut activer le système web service et dans votre compte utilisateur, prendre votre token API. Donc, et générer un token et le garder précieusement de côté pour connecter. C'est ça qui fera la liaison. Avoir un dossier serveur sur son ordinateur. Par exemple, C, Joomla, c:/Joomla-cp, et j'y ai placé, je m'excuse pour la couleur, hein, index.js et un autre fichier package.json, et relancer Claude. On a un fichier JSON dans Claude que je vous montrerai après, qui permet d'installer, de donner les connexions qui s'appelle donc Claude Desktop Config JSON, qui permet d'envoyer les données, enfin de dire à Claude, tiens, les connecteurs sont là. Voilà. Alors, ce qu'il faudra retenir, c'est que Claude parle votre langue. Voilà, il n'y a pas de code nécessaire. Il fait en 2 minutes. J'exagère beaucoup. Ce qui prenait 1 heure. Il s'installe sur n'importe quel Joomla 4 allez, on va dire en 20 minutes. Et les suivants en moins de temps. Vous gardez le contrôle, il exécute, vous validez. Moi, le code que je lui ai fait faire, il ne supprime rien. Il ne supprime rien. Donc, à la limite, il désactive, mais il ne supprime pas d'articles, d'images, etc. Je pense que c'est bien de le faire ainsi. Ça va, tout le monde a suivi? Donc, la foule ébahie. J'imagine que vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne. Ok. Parlez pas tous en même temps. J'espère juste que mon Claude va fonctionner parce que je suis arrivé au bout de ma session et j'ai tout bouffé. Donc, je vais donner l'ordre de reprendre un peu de provision, mais voilà. Là, j'ai un Joomla. J'ai un Joomla que j'ai installé cet après-midi dans un sous-domaine, et j'ai un identifiant. Évidemment, j'ai pas le mot de passe. C'est pas grave. J'ai un identifiant et un jeton. Voilà. Que je vous montre à l'écran. Je me permets de vous le montrer parce que ça, je le supprimerai dès qu'on aura fini cette démo.
Donc, c'est le jeton là, il faut pas le. C'est quelque chose que même Claude va vous dire, si vous lui mettez dans la conversation, il va vous dire, vous m'avez mis un jeton, supprimez-le tout de suite et régénérez-en un autre. Moi, je veux pas, je veux pas en entendre parler. Donc, il y a une autre chose aussi à savoir, c'est que dans les plugins, il y a un plugin à activer. Normalement, il est par défaut, je crois. Oui, il est par défaut. Mais il faut veiller à ce que le jeton Joomla des services web soit activé. Voilà. Et j'ai, en fait, vous voyez ici, j'ai un serveur MCP local qui s'appelle TestCloud. Je l'ai installé cet après-midi. J'ai installé cet après-midi. Je ne vais pas vous faire perdre de temps, mais je garantis que si on a le bon fichier, ça va. Alors, ici dans mon... Alors, je vous remontre ici. Si je clique dans TestCloud, hop là, pour y accéder, pour voir où c'est, je fais modifier la config et je tombe sur le bon fichier config.json. OK? Dans mon fichier config Cloud Desktop config.json, j'ai un argument, je ne sais pas comment ça s'appelle en développement, comme ça, qui s'appelle MCP Servers File System. Ça, c'est le code qui lui permet de dire tu as le droit d'aller modifier les fichiers dans Joomla-MCP. C'est mon dossier. C'est mon dossier qui est là, dans lequel j'ai installé donc les différents fichiers, le package, les packages JSON, index.js, etc. Marc, tu voulais parler, je ne sais pas. Et dans ce dossier-là, il y a notamment quelque chose qui nous intéresse, c'est le index.js. Et donc, je lui ai donné je donne à Claude l'autorisation de faire ce qu'il veut là-dedans. Et donc, il n'a le droit de faire ce qu'il veut que dans ce dossier-là, Joomla-MCP. Et index.js, voilà, dans ce fichier-là. Non, qu'est-ce que je dis? Dans le dossier, pardon, Joomla-MCP. Voilà. Et après, j'ai une commande qui s'appelle, voilà, TestCloud, c'est le nom de mon site. Je lui dis que les instructions vont être dans index.js, dans Joomla-MCP. Et son environnement, je lui donne l'URL et le token, tout simplement. C'est pour ça que je le vois là. Et c'est pour ça que je vois au-dessus File System. Le File System, c'est ça. Voilà. Donc, il est connecté. Il me dit qu'il est en train de courir, de fonctionner. Voilà. Et je peux lui dire, liste-moi les articles, les 3 premiers articles dans
test Claude. Et voilà, il les a trouvés. Il les a trouvés. Hein, j'ai du contenu. Enfin voilà, j'ai du contenu. Il les a trouvés. Et qu'est-ce que vous auriez envie de. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Claude qui me prenne pas trop de ressources. Et voilà. Donnez-moi une idée. Mais En fait, à chaque fois que tu fais une demande, ça te coûte des tokens, c'est ça? C'est pour ça que tu payes? Tout ce que toutes les requêtes que tu fais, c'est pour ça qu'il faut savoir se servir. Alors moi, voilà, cet après-midi, j'ai arrangé la présentation que je vous ai faite pour que vous ayez un beau truc, et ça m'a tout bouffé parce que ça prend énormément de ressources de créer un diaporama. Tu vois, et il l'a fait 4 fois, 5 fois, il l'a régénéré. Donc, il faut apprendre à maîtriser ces tokens. Je vous montre, ceux qui ne connaissent pas Claude Code, Claude Desktop, je vous montre, si je vais dans les paramètres, j'ai utilisation, et là j'ai une session, et qui va c'est des sessions de 5 heures. Donc là, dans 5 heures, je reviens à 0. Et j'ai des limites d'utilisation pour ma semaine. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a des heures où on utilise. C'est vraiment en fonction pas de la bande passante. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez eux, mais il y a des heures, ça en bouffe un peu plus. Il y a des manières de faire pour que ça en bouffe pas. C'est-à-dire, si vous êtes dans une conversation, alors là, je les ai masqués, et vous voyez qu'il y a des conversations, il y a des projets. Là, par exemple, j'ai mes projets, j'ai mes conversations que je peux afficher ici. Voilà. Ici, j'ai différentes conversations que je peux avoir dans des projets. Et les projets, ça peut être, je peux les confiner de manière à ce que ça reste le contexte de la conversation. OK? Si je donne dans un projet, édition, hop, fichier, non, je suis pas au bon endroit, pardon. Hop, nouveau projet, et que je fais un projet démo Claude. Voilà, je vais lui donner un contexte. Une démo pour Claude. Voilà. Hop là, je vais développer. Je vais créer un projet. Et je vais pouvoir lui donner ici des instructions, mettre des fichiers, de manière à l'aider et à ce qu'il n'aille pas chercher trop sur le web, à ce qu'il travaille pas trop. D'accord? Pascal? Oui, oui. Voilà. Je crois qu'il y a Fred qui a une question. Alors, moi, je ne les vois pas, les questions, parce que... Il y a une main levée. Vas-y, Fred. Tu vois pas la main levée là-haut? C'est qui la main levée? Ah oui, il a une main levée là. Non, ton micro est coupé, Fred.
Fred? Ah, voilà. Non. Non, pas encore. Pas encore, ça va venir. Ça va venir. On voit la main qui bouge, mais pas et les lèvres, mais on n'entend rien. Voilà. Toujours pas. Bon, Fred, t'es prioritaire dans les questions Pas grave. on vient d'entendre, pas grave. Ah, ça marche donc. On Oui, m'entend. voilà. Ah, ok. Du coup, j'ai changé de micro, j'ai rechangé, ça fonctionne. Donc là, tout le monde m'entend bien. Donc, bonsoir à tous. Ça fait Bonsoir. longtemps que j'ai pas vu les uns les autres. Ça fait longtemps que je viens pas au Joomla-D. Toutes mes excuses. Je reviendrai un jour, promis. J'avais juste une question par rapport à la conso. Effectivement, Claude, c'est très consommateur de jetons. Et Yannick avait justifié justement son choix d'intégrer uniquement ChatGPT et Gemini, c'est ça, Yannick, si je me souviens bien? Oui. Oui. Est-ce que dans l'environnement là que tu installes, Serge, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir au moins une indication au moins approximative du coût en token quand on lance des actions? Je ne sais pas si c'est faisable ça. Alors, je sais que Yannick, par exemple, sur Forai, il indique, il donne une information quant au token qui va être utilisé. Mais... Je me suis renseigné. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Est-ce que vous voyez? Donc là, vous voyez l'écran. Enfin voilà. Bon, bref. Oui, c'est bon. Oui, ok. Donc, je me suis renseigné. Est-ce que il y a des gens qui ont fait des petits plugins, mais qui marchent pour Claude Code. Ok. D'accord. Qui ont fait des plugins qui, dans Claude Code, en bas à droite, affichent les tokens qui sont en train d'être utilisés et surtout la session, parce que c'est ça qui pêche un peu. En fait, c'est illimité. Tu n'as pas trop de problème, c'est que il faut pas trop manger d'un coup. Voilà. Oui, je vois, oui, c'est des quotas. Effectivement, tu disais, il y a des suivant l'abonnement que tu as accès à plus de jetons sur certaines plages horaires. Ouais, voilà, il faut vraiment aller voir la grille tarifaire pour bien comprendre. Et souvent, c'est pas très facile à lire. Exactement, il faut être sobre. Il faut être sobre. Alors, parce que moi, par exemple, sur l'ensemble de ma semaine, finalement, je l'utilise très peu. Mais il y a des périodes, il y a des moments où je me retrouve coincé, comme d'autres, parce que j'ai atteint ma session, c'est vite rempli. Alors la session, elle se remplit vite aussi comment? Quand tu travailles mal, comme je l'ai fait cet après-midi, c'est-à-dire d'avoir une fenêtre de discussion, un contexte qui se remplit, et puis où Claude va les rechercher jusque tout en haut pour avoir toutes les infos et refait les mêmes choses, refait les mêmes analyses, et à chaque fois, ça se surcharge, quoi. Donc, il y a des conseils, il y a même quelques outils qui permettent récemment, Christophe Aventour avait publié des choses là-dessus. Il y a des conseils pour permettre d'être sobre et de travailler proprement, c'est-à-dire à un moment donné, on dit à Claude, maintenant, on arrête la conversation là, je reprendrai sur un autre plan, fais-moi le résumé pour que je puisse attaquer une nouvelle discussion. Ça, c'est des méthodes qui permettent d'être moins glouton. Au revoir Arnaud.
Voilà. Et alors moi, ce que je vous ai... Alors, Yannick nous a mis un lien. Oui, si vous voulez passer à l'étape d'après, enfin si c'est vraiment un problème, il y a cet outil qui s'appelle Headroom, qui est une sorte de compresseur. Je ne sais plus quelle entreprise l'a fait, c'est une grosse entreprise au départ. Et donc, c'est un compresseur, donc il intercepte tous les transferts entre vous et le LLM en question. Ça marche avec beaucoup de LLM. Et il compresse les données pour essayer de réduire la quantité d'informations qui est transmise et donc le coût en token. Ok. Voilà. Mais il faut que tout le reste marche bien avant de se lancer dans ce genre de choses. Et là, il y a aussi un petit plugin, un outil à mettre dans Cloud Code, un connecteur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait que, je crois que c'est Cro-Magnon, qui permet de faire que Claude va te parler comme si c'était un homme des cavernes. Ouais, Caveman, je crois. Caveman, comme si c'était un homme des cavernes, et toi-même, tu peux lui parler vraiment en résumé, et en fait, il comprend, parce que sa réponse aussi, si elle est trop élaborée, ça bouffe des tokens. Un des trucs aussi à faire, c'est de grouper les questions. C'est-à-dire que tu fais un ensemble d'instructions, et tu lui dis tout ce qu'il faut faire, de lui dire ne t'arrête pas, pose-moi des questions juste à la fin, si tu en as besoin, et seulement si tu en as besoin. Et là vraiment, ça bouffe moins, quoi. Et alors, avec mon système, ouais, ça me permet aussi de mettre, là j'en ai qu'un pour la démo, parce que je ne pouvais pas partager l'ensemble à l'écran, l'ensemble des sites que j'ai mis en ligne et les tokens. Mais ici, il suffit que ça, je le duplique. Je mets une virgule et je mets mon autre. Peut-être je fais ça. Virgule. Voilà. Avec, par exemple, un autre site. Alors, je crois qu'il n'aime pas trop un autre site. Je mets une URL. Je change mon URL. Je change mon token. Je sauvegarde. Je relance Claude. Et c'est parti. J'ai une question. J'ai pas levé la main, désolé. Là, tu avais l'air de dire qu'il n'aimait pas trop les espaces dans le nom des, ouais, je sais plus des serveurs MCP. Est-ce que, pour des raisons pratiques, c'est une question toute bête, est-ce qu'on peut mettre un nom de domaine, par exemple? Est-ce que le point, enfin, je ne sais pas si tu as expériencé ça ou si tu as fait l'expérience, mais est-ce qu'un point, ça le gêne ou pas? Je n'ai pas testé. Ok, on testera pour vous alors. Ouais, mais on peut le tester. Hein. Parce qu'après, c'est très pratique de lui dire, voilà, créer un article sur web54.fr, par exemple, dans la catégorie machin. Ah, mais si moi je lui. Alors, remarque, oui, il a l'URL, donc il sait. Il a l'URL et puis il comprend assez vite. Il comprend assez vite. Hein. Oui, donc le nom du serveur MCP, c'est vraiment secondaire. Ouais. Je vais fermer la fenêtre. Je vais le relancer. Est-ce que ça va suffire? Ça va peut-être pas suffire.
dans les paramètres. Voilà. Bah, j'aurais pu, ouais, j'ai fait par habitude d'enlever, de pas mettre d'espace, mais peut-être j'aurais pu mettre un espace. Mais tu vois, web54.fr, il l'a. Alors là, il va aller. J'ai pas changé, hein, comme c'est un copier-coller, il va aller taper dans Claude. Voilà. Mais si je lui dis, peux-tu me lister, enfin, peux-tu me faire un article court sur l'intégration de Claude dans Joomla. Il va me le faire. Alors, là, il est en train de me le faire. Et je n'ai pas dit, j'aurais dû lui dire de me l'envoyer directement, mais je vais le relire. Également, quand on lui donne des données à Claude, quand on lui donne des données, il travaille, tu vois, il travaille en Markdown. Il préfère travailler en Markdown. Donc, celui qui veut lui donner des données en Markdown, c'est mieux que de lui donner des PDF, par exemple. Parce que le PDF, il est obligé de l'ouvrir, de le décrypter, etc., de le décortiquer, alors que là, c'est clairement, ça lui va, quoi. Donc là, il m'a donné, il m'a fait un OK. Et si je dis, envoie-le-moi sur le site web 54. Oui, il est sympa quand même parce qu'il te dit que c'est toi qui l'as rédigé, l'article. Ouais, je vais donner l'instruction là. Je vais donner une instruction générique. D'accord. Article rédigé par Serge Billon avec son ami Claude. C'est pas. Je vais pas donner ça. Je vais pas donner ça. Je lui ai dit. Je lui ai dit au départ, il m'avait fait des articles que j'avais envoyés dans un site client et il me dit ou sur mon site, mais il avait mis partout que c'était lui qui avait rédigé l'article. Je lui ai dit, je ne souhaite pas que ça soit marqué, que c'est toi qui l'a rédigé. Et il a dit OK. Et il a changé pour ça. Je ne t'entends pas, Marc. Je vois que tu bouges. Donc là, il me demande, à chaque fois, il me demande l'autorisation. Et on va aller voir. Évidemment. Hop. Il est là. Et donc l'auteur, c'est. Bah oui, de toute façon, c'est l'auteur, c'est l'utilisateur qui est connecté, donc c'est toi. Ouais. Ouais, c'est l'auteur, c'est l'utilisateur qui a du jeton. Qui a le jeton. Donc on pourrait très bien faire un utilisateur spécifique. On peut très bien avoir plusieurs utilisateurs, de dire publie-le en tant que machin. Ouais, aussi. Ouais. Parce qu'en fait, là, ça pose la question des copyrights à chaque fois où on dit
qu'il faut rajouter maintenant, c'est que ça a été fait par IA et contrôlé par quelqu'un. Enfin, là, c'est le grand débat actuel, en fait. Ouais, c'est le débat, mais Pour qui bien dit ça? distinguer ce qui a été fait par IA de ce qui n'a pas été fait par IA. Voilà, là, il vient de le publier. De lui-même, il a mis les métadescriptions, les mots-clés. Je ne sais pas ce qu'il va m'avoir mis. Donc là, je vais. Ouais, il est publié. Et euh, c'est où? Publication. Voilà. Il a toujours pas été enlevé, ce champ en mots-clés. Non. Non. Ouais, bah, il se trouve sous WordPress. Hein. mais voilà. Alors, moi, l'intro. Ah, j'ai tout qui s'envole. Sur une splash. Voilà, et là, il est en train de, il est en train de travailler. Alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé comme image? Je ne sais pas. Ah. Bon, ça a merdé. Il va falloir investiguer pour savoir pourquoi l'image est pas là. Je pense qu'il faut que tu sortes de ton article et que tu y retournes. Non, il me l'a mis. Faudrait que je vois où il me l'a mis, parce qu'a Il priori, est censé l'avoir mis dans le dossier article. ouais, qui n'existe Je pas. le vois pas là. N'existe pas. Créer. Tout ça, c'est grâce à l'API Joomla. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Hein. C'est-à-dire que j'ai dit à Claude, regarde la documentation, ce qu'on est capable de faire, etc. Et c'est Claude lui-même qui a créé les différentes les différents bouts de code qui permet au serveur MCP en local d'y aller. Je fait travailler les tags.
Globalement, il est en train de te dire que c'est toi qui t'es trompé, c'est pas lui. Ouais, parce qu'il l'a mis dans article alors que il me l'a mis dans article alors que Que ça doit être dans image. ouais, exactement. Est-ce que de temps en temps, il t'énerve? Donc je vais lui dire. Ok. Il faut aller voir par FTP où est-ce qu'il te l'a mis. Ouais, faudrait faire l'analyse. Pardon. Voilà, je vais demander aussi de travailler, je vais aller regarder, mais remplis-moi des tags pertinents. Est-ce que j'avais besoin de tags? Pour l'instant, j'ai pas attaqué, par exemple, les custom fields, j'ai pas attaqué. Mais il en sera capable. Il en sera capable. Et donc là, normalement, il m'a créé les tags. Et il les a assignés. Pour ce fameux site d'épicerie associative, il m'a créé les tags, les tags que je voulais par activité. Il m'a accompagné tout au long du projet, enfin voilà, pour analyser le projet, et puis après pour me dire, bah, les éléments là, je choisis pour tel article, il vaut mieux tel ou tel tag. Alors, je peux regarder brièvement par FTP, mais Pour info, moi j'ai vérifié en HTTP. L'image n'est pas dans le dossier article à la racine. Donc c'est déjà vérifié. non, mais alors. Vraiment, il a rien créé du tout. Ou il a peut-être créé en local. Hein. J'ai regardé dans ses. Image. Ouais, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, bah, écoutez, je lui demanderai de fouiller. Alors, en théorie, ça marche, mais voilà, Oui, bah, c'est une démo, hein, c'est normal, ça marche jamais les démos. ça marche jamais. Puis, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Créer une catégorie, par exemple. Et une catégorie publiée nommée article. À chaque fois, il est poli, il me demande. Voilà. Et là, il va me déplacer l'article. Il va me déplacer l'article, tac, catégorie.
il veut pas le déplacer. Bon. Il me demande, alors voilà, comme je lui ai donné accès au connecteur, donc mon fameux index.js, il va chercher il peut chercher dans la documentation l'API REST, et je lui dis insère le code dans index.js. Le seul truc avec Claude Desktop, c'est que, enfin, le mien, je ne sais pas si j'ai adopté un Claude un peu plus bête qu'un autre, mais lui, le mien, il ne sait pas. Souvent, il pense qu'il est sur le web et il ne pense pas qu'il est sur mon bureau. Et donc, il me demande de faire le boulot. Je vais devoir lui dire, tu es dans desktop et tu as accès à index.js. J'adore. Ah, mais c'est tout le temps comme ça. C'est rigolo quand même. Mais à chaque fois que tu fais ces demandes-là, ça te coûte un token, c'est ça? Ouais, ça coûte un peu. Alors, c'est pas ça qui coûte cher, hein. Non, mais en fait, il est en train de se gourer, et puis à chaque fois, J'ai déjà eu des discussions avec lui, enfin des discussions, en disant, à la fin, tu t'énerves et tu dis, ah, t'es payé par ton patron pour que je bouffe mes tokens, quoi. Comme s'il était réglé pour, quoi. Ouais. Mais il insiste, là, c'est en gras, il faut en démarrer. Ok, donc là, il m'a changé le code index.js, donc il a donné des permissions supplémentaires. Il a créé la permission de pouvoir déplacer un article dans une catégorie, modifier la catégorie de l'article. Il me demande de redémarrer. Donc, je ferme le Claude. J'attends un petit peu. C'est comme quand on relance sa box. Et donc là, voilà, dans article. Et donc là, d'une manière simple, il m'a ajouté une fonctionnalité qu'il n'avait pas. Après, c'est à vous de faire, de partager. J'essaierai au fur et à mesure j'ai fait un article sur mon site où je mets l'ensemble du code index.js avec les différentes nouvelles fonctionnalités quand j'en ai besoin. Je n'ai pas cherché à être exhaustif, hein. C'est au fur et à mesure que je me dis, bah tiens, j'ai besoin, quoi. Voilà. D'autres questions? Super. Moi, j'ai une question, mais qui n'est pas directement sur ce que tu viens de montrer, disons sur la façon dont ça fonctionne, mais plutôt sur l'usage que tu en as. Actuellement,
tu l'utilises enfin, est-ce que tu l'utilises, comment dire, en production, c'est-à-dire pour des activités réelles et pratiques, ou est-ce que ça en est encore au stade de construire des choses et de faire des choses qui sont plutôt des exemples? Quand tu veux modifier, si tu veux, toi en tant que personne Alors, qui connaît Joomla, si tu là- veux modifier, changer la catégorie d'un article, tu iras 1000 fois plus vite en le faisant comme ça. Donc, qu'est-ce que tu envisages ou qu'est-ce que tu utilises? Tu nous as donné les exemples de prendre un CSV avec des descriptions d'articles et de lui demander de les créer. C'est ce genre de choses que tu fais avec, Oui, réellement, je veux dire. oui. Alors là, ce que j'ai fait, là j'avais donc une épicerie associative où ils font à côté des activités, etc. Et j'avais très peu de données, des flyers, des choses comme ça. J'ai récupéré les données. J'ai demandé à l'IA de tout me regrouper, de me faire des fichiers à valider par le client sur l'arborescence. OK? Et puis après, le client était censé me donner, les membres de l'association étaient censés me donner des contenus par activité. Chose que forcément, ils n'ont pas fait, ils ont pas trouvé, etc. Enfin, donc, pour pouvoir livrer le site avec un minimum de contenu et pas du lorem ipsum, j'ai pris les résumés des activités et j'ai dit à Claude, voilà, fais-moi le texte de ces articles. Et après, crée-moi les articles. Mets-les-moi et tu me les mets alors, tu me les mets dans la bonne catégorie. Il les a pas déplacés, il les avait mis directement dans la bonne catégorie. D'accord? Donc, j'ai pas eu à les déplacer. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vous ai cité l'exemple du Drive. L'exemple du Drive là. Qu'est-ce que j'ai fait aussi sur un autre site? Sur un autre site, je me suis servi. Alors, j'aurais pu le faire hein, par une requête MySQL. On m'a donné des fiches poissons pour une fédération d'aquariophilie. On m'a donné des fiches poissons à faire. Mais il y en avait à publier. Il y en avait 500. J'aurais pu faire une requête MySQL. Ils m'ont envoyé un fichier, pas CSV, XLS, avec les noms des poissons, différentes caractéristiques. Et puis, il fallait trier tout ça. Donc, l'intelligence artificielle a trié le fichier Excel, m'a demandé si c'était bon, etc. Je lui ai dit ouais. J'ai dit maintenant, en fonction de ça, crée-moi les articles. Et de manière rapide, il m'a créé, alors ça allait tous dans la même catégorie, il m'a créé les articles qui ont été après amendés par la fédération d'aquariophilie. C'est le genre de choses que je peux faire. Ce que j'ai fait aussi, le MCP, quand j'ai travaillé dessus, j'ai fait plusieurs discussions. À chaque fois, je me disais, mais cette discussion-là, elle est intéressante, il faut en faire quelque chose. Donc, comme j'avais connecté mon site perso, enfin professionnel, mais mon site dessus, je lui ai dit, écoute, fais-moi un résumé de ce qu'on vient de faire, et puis envoie l'article pour expliquer. Et donc, je lui disais, comme ça, pour expliquer à un utilisateur lambda comment se servir de telle ou telle fonctionnalité.
Ok. Voilà. Donc c'est bon, tout le monde, pas de questions? Ça, c'est au niveau éditorial. L'autre, je m'en sers aussi beaucoup pour du débogage, quoi. Du débogage ou pour voilà. Dire là, je me suis retrouvé coincé avec des fonctionnalités qui n'existaient pas sur une demande client. Et il y a Fred qui voudrait prendre la parole. Ouais, mais j'ai une question, mais qui s'adresse à tout le monde, du coup, et c'est un peu la suite de la question de Yannick. Il t'a posé la question à toi, Serge, particulièrement. Moi, je serais intéressé de savoir les uns les autres comment vous utilisez l'IA aujourd'hui dans le cadre Joomla. Hein. J'imagine que vous l'utilisez pour plein de choses, mais sur Joomla spécifiquement, qu'est-ce que vous arrivez à automatiser? Qu'est-ce que vous faites de manière courante avec l'IA? On va arrêter de parler de ForAI et tout ça parce que Yannick, on n'en peut plus, il est trop bon. Bon, moi, par exemple, ForAI, je l'utilise. Enfin, ça fait partie du workflow, quoi. Il y a ForAI qui est là. Une fois que j'ai fini mon site, toutes les métadescriptions, etc., ça passe par ForAI. Et vraiment, c'est génial pour ça. Mais dans l'absolu, on pourrait utiliser autre chose que le composant de Yannick. Par exemple, un Claude Desktop ou un Claude Code avec un serveur MCP qui va passer en revue tous les articles et créer des métadescriptions de manière automatique. Donc moi, je ne sais pas, ça m'intéresse de savoir si vous avez des expériences les uns les autres, comment vous utilisez l'IA dans le contexte Joomla. S'il y a des gens qui veulent répondre, s'ils ne sont pas obligés. Moi, personnellement, je fais un blocage sur l'IA et tout ce que je fais, je le fais sans IA. Donc, sur mon site, je revendique que tout ce qui a été fait a été fait sans IA. Mais bon, je suis un vieux con, je suis désolé. Non, c'est pas la question. Il peut y avoir des questions éthiques. Non, après, c'est vrai que ceci étant, qu'on soit attaché à créer du contenu qui soit l'œuvre de l'esprit, c'est un truc que je comprends tout à fait. Maintenant, il y a des tâches qui sont souvent répétitives, rébarbatives, qui peuvent être réalisées par des outils IA. Ce serait bête de s'en passer. Non, en fait, ce que Serge nous a montré, c'est qu'effectivement, ça a l'air d'être facile à utiliser. Par contre, moi, ce qui est toujours la question, je dois être un peu radin aussi, c'est j'aime pas trop avoir des coûts cachés, en fait. Il n'est pas caché, puisque tu le payes à un moment, tu réserves. C'est combien ça coûte, quoi. Par rapport à ce que je sais faire, c'est là où... Alors, la bonne question, c'est quel est le retour sur investissement? Oui. C'est pas combien ça coûte. Non, moi, il n'y a pas de retour sur investissement. Si on n'a pas, alors forcément, c'est pas intéressant. Non. Après, si par contre, tu arrives à expliquer à un possesseur, un de tes clients, moi j'ai plusieurs clients, leur dire, voilà, il suffit que vous parliez à l'ordinateur et il va vous créer votre article, effectivement, ça devient intéressant. Bon, et du coup, reporter le coût sur l'utilisateur final, ouais. pour le coup. Ouais. Il faut utiliser sa clé d'API à lui, etc. Oui, ça peut être une idée, effectivement, de faciliter l'administration Joomla par l'utilisateur final, le client, pour effectuer des tâches. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait des beaux documents qui expliquent comment faire et les gens ne le lisent pas, donc de toute façon... Alors, si tu leur dis, surtout, ils viennent une fois dans l'année sur le site. Et, alors, on a beau avoir fait 5 heures de formation et ils ont tout oublié au bout de 6 mois. Donc... Non, par rapport à ce qu'a montré Serge, c'est vrai que c'est intéressant. Créer un article, tu leur dis, faites-moi un article sur l'attaque JCE qui est en cours. Bon, ça leur permettra de... Enfin là, nous, on aurait pu faire un truc comme ça, effectivement. Alors, j'ai peut-être un commentaire à faire là-dessus, parce qu'il y a quand même des choses qui sont passées là, qui sont un peu... pour moi, il y a deux... Ce qu'a montré Serge, donc c'était la création d'un article. Il a posé une question, tel sujet, vas-y, écris-moi un article.
Et puis ensuite, il a mentionné, qui pour moi est une très mauvaise chose, et ensuite, il a mentionné un autre exemple d'utilisation qui était probablement un peu différent. Ce qui m'a paru intéressant, c'était l'exemple, tel que je l'ai compris, de ces fiches, de ces 500 fiches sur des poissons pour une fédération d'aquariophiles. Et ce sont deux types d'usages qui sont peut-être complètement différents. Je suppose, ou je vais supposer que les 500 fiches poissons sur ce site d'aquariophilie, c'est parti de données, c'est un genre d'article qui vise à montrer, à informer. C'est comme une base de données un peu sur les poissons, et donc ce sont des choses factuelles, et il y avait des données, et il ne s'agit que, entre guillemets, de les mettre en forme dans un article. Et c'est compliqué d'en faire 500, et donc l'utilisation, c'est une automatisation, et ça colle parfaitement dans, à mon avis, les bons usages, les bonnes choses qu'on peut faire avec de l'IA, et notamment avec un connecteur sur Joomla, ça me paraît très bien. Par contre, l'exemple d'article qu'on a eu là, qui était peut-être très rapide, et qui était peut-être un exemple dans la démonstration, c'est une chose que je ne voudrais pas avoir sur mon site, parce que en termes de contenu, c'est absolument, c'est très mauvais, et c'est exactement le genre de choses qui va faire que vous ne serez jamais ni référencé dans Google, ni cité par ChatGPT ou Gemini ou les autres. Parce que c'est un contenu complètement générique qui n'a absolument aucune valeur, et c'est exactement le genre de contenu dont toutes les IA veulent se débarrasser, précisément parce qu'il y a des quantités de gens qui font tous ces articles un peu automatiques. Donc, pour revenir à ta question, donc voilà, je mets un gros bémol là-dessus. Et pour revenir à ta question, pour faire une boucle qui revient vers ta question, Fred, sur mon site, j'utilise ForAI, donc pas pour des opérations de masse. C'est pour ça qu'il a été conçu comme ça, parce que c'est un outil pour faire des choses individuelles. Et je ne m'en sers pas pour écrire des articles, je m'en sers pour corriger des articles. Si on parle des articles, je m'en sers pour autre chose, mais pour le contenu, on va dire, je ne m'en sers que pour corriger du contenu, pour demander une réécriture avec un petit peu des mots différents, bien sûr, pour faire corriger. Moi, c'est en anglais, normalement, ce sont des articles en anglais, donc pour corriger l'orthographe, pour corriger la grammaire, pour corriger l'expression, pour faire des choses comme ça. Mais pour créer du contenu à partir de crée-moi un article sur sur la faille JCE, c'est tellement générique que ce sont des contenus avec vraiment, il faut être conscient que ça va être des contenus avec des articles avec de la faible valeur, quoi. Par opposition, encore, pour en revenir à ce que disait Serge, au cas où tu as 500 fiches à rédiger à partir d'informations qui sont valides et valables, auquel cas, là, oui, par contre, là, moi, j'ai jamais eu ce genre d'utilisation, bien sûr, mais par contre, ça me paraît très bon, quoi. Ça me paraît un très bon cas d'usage pour gérer du contenu. Merci, Yannick. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Les contenus que j'ai déjà envoyés en masse, voire même petit à petit, et générés par l'IA, c'était des contenus que je pouvais pas avoir par ailleurs. Liste, par exemple, cette fameuse association qui fait boutique associative, ils voulaient mettre en avant leurs producteurs et que le site sorte plutôt vite. On n'avait pas les fiches producteurs. Claude m'a aidé à trouver les datas des fiches producteurs. Donc, je lui donne la liste des producteurs. Il sait c'est dans tel périmètre. Je vais juste donner le nom des producteurs. Il a fait une recherche. Il me trouve le numéro de téléphone, le site internet, les machins et tout ça. Il me crée un fichier Excel. Ces datas-là, à l'époque, je les ai copiées-collées, mais les descriptions
alors, en termes de référencement, on s'en foutait complètement. Les descriptions, il m'a fait une description en fonction de ce qu'il avait trouvé. Ça correspondait à peu près, et ça sera corrigé par la suite par les producteurs qui iront voir leur propre fiche. Ça me permettait un peu de faire de la donnée, entre guillemets, exemple. Sur ce projet-là, qui était un projet un peu, il y avait quand même pas mal de contenu. Il m'a accompagné dans le projet parce que comme il était capable de lister les catégories et les articles, je lui disais, à chaque fois que je reprenais, je lui disais, bon, ben, maintenant on en est où? Il me disait, bon, ben, on a déjà fait et il allait revoir à l'intérieur du truc, il me dit, bah, ça c'est complété. Les fiches d'activité, c'est complété. Les fiches d'animation, voilà. Il me faisait un tableau Excel avec ce qui manquait. Par exemple, il manque telle image, il manque telle data, etc. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un accompagnement. Voilà, ça m'a aidé sur la gestion du projet. Et alors, Fred, il demandait aussi ce qu'on peut faire d'autre. Si vous connaissez UTeam, UTeam Pro, enfin, le générateur de templates et puis le page builder. Ah oui. UTeam Pro, on peut charger un JSON dedans par page. Et donc, on peut aussi donner à Claude, lui donner une maquette sous n'importe quelle forme, un JPEG, un PDF, un doc, et puis lui dire, lui donner la documentation du thème, et puis lui dire, fais-moi le JSON de cette page, au moins la structure. Et il va très vite, il fait il analyse la page, il se dit, là c'est une image en en-tête, donc ça va être un truc hero, là ça va être là je vois une liste d'articles, voilà, je vais mettre un widget list, etc. Et il fait le JSON. Et après, on gagne du temps, en important ce JSON là. C'est vraiment, voilà. Et après, il va falloir aller dedans pour mettre en place les images, le contenu. Dans l'absolu, il peut créer la page, je pense, parce que c'est un article. Enfin, il utilise la base des articles, comme d'autres constructeurs de pages d'ailleurs. Moi, j'utilise UTeam, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et il y a un connecteur UTeam. D'accord. Je vous avais dû voir passer dans ma démo, mais voilà, il y a un connecteur UTeam qui au moins analyse comment sont structurées les pages. Ok. Je voulais faire juste un petit retour d'expérience puisque j'utilise l'IA, je dirais à 200%, vu que j'ai Claude d'un côté, j'ai ChatGPT de l'autre, sur des tarifs pro. Donc derrière, ça fait partie du quotidien. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment dire si c'est Yann qui parle en ce moment. C'est moi. On ne sait pas. Oui. En fait, je voulais rappeler en fait qu'il existe aussi le MCP de Nicolas. Nicolas Genisopoulos, l'auteur d'Akiba, qui propose en fait pas moins de 200 fonctionnalités de la génération d'articles. Même en fait, il a apporté aussi des options de sauvegarde avec son extension, pas son extension, pardon, son outil en fait de Panonicon qui permet en fait de faire du suivi de sites et donc en gros en fait son MCP est vraiment plutôt bien fait et je vous invite à le découvrir.
Vous avez la liste des outils en fait quand vous faites la demande, et après vous pouvez l'utiliser. Vous avez au total plus de 200 outils divisés en 21 catégories. Donc c'est quand même quelque chose à voir au moins une fois. Après, sur l'usage en lui-même, je voulais parler un petit peu des différences entre Claude et ChatGPT, puisque sur ChatGPT, on a Codex, qui est un peu l'équivalent de Claude Desktop. C'est que le code est un peu moins bien dans ChatGPT, parce que je dirais que l'usage que l'on en fait, c'est plus graphique, notamment en fait avec le générateur d'images. Là, en fait, plutôt que d'aller dans les librairies d'images libres de droit, on peut directement en fait générer l'image, et la qualité est quand même assez élevée et assez acceptable pour pouvoir en fait compléter les articles que l'on aura établis. Je rejoins en fait Yannick également sur le fait de générer les articles par l'IA. C'est à éviter, bien entendu. Après, on peut se servir quand même pour éventuellement publier sur les réseaux sociaux, puisque j'ai des connecteurs en fait qui me permettent de publier sur Facebook et tout, et directement à partir de l'article, ce qui fait que ça me fait un gain de temps qui est quand même intéressant. Mais la gestion est délocalisée, c'est-à-dire que c'est pas directement, en fait, la génération se fait pas directement dans le site, mais sur un script qui est à part. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a le connecteur qui va de l'article au script, et le script diffuse sur le groupe ou la page Facebook demandée. Voilà. Sinon, en fait, dans le développement, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Euh, puisque ça m'a permis en fait d'évaluer par des tests de rapidité, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un navigateur qui est intégré dans Codex, et pour Claude, on a une extension Chrome qui permet en fait de lui demander de tester la navigation aussi bien en front qu'en back-end. Je précise une chose, c'est qu'on peut utiliser des sites, je dirais, en production, mais par principe, je travaille toujours les sites sur un serveur local, ce qui me permet en fait de pas dépendre des codes et des données en fait qu'on pourrait échanger, parce que c'est quand même important de pouvoir en fait dissocier tous les identifiants et mots de passe que l'on pourrait donner. D'ailleurs, c'est à éviter complètement, mais en local, en fait, on peut se le permettre. Après, en production, il m'est arrivé aussi d'indiquer, de faire les modifications que j'avais fait en local, de les reporter sur les sites en production à travers la connexion FTP, puisque dans ce cas-là, en fait, j'ouvrais une connexion FTP temporaire, et ça me faisait directement en fait les modifications. Ça m'a permis en fait de changer pas mal de choses, aussi bien au niveau du code qu'au niveau de, par exemple, la génération d'un template enfant de Cassiopeia. Donc c'est des choses qui sont tout à fait concevables, et ça marche très bien. Voilà. Et le report, en fait, se fait simplement de la copie de fichier, des modifications à apporter. Et comme il a travaillé, on a travaillé ensemble, en fait, sur les modifications. Donc, toutes les étapes de modification, il les connaît, il les reporte très bien. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire à ce sujet. Si vous avez d'autres questions. Bon, Serge.
C'est bon, on va pouvoir arrêter. La prochaine rencontre, on va vous souhaiter de bonnes vacances parce que la prochaine rencontre est prévue le 10 septembre. Donc, on a juillet-août où on va pouvoir commencer à préparer les Joomla Days. Et si quelqu'un souhaite voir un sujet abordé ou s'il souhaite lui-même aborder quelque chose, merci de nous le dire. Et à part ça, je pense que ça doit être tout. Il n'y a pas d'autres remarques pour l'instant. Merci à Serge pour ta présentation. Ça a permis à tout le monde. Merci à vous. Puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres usages, d'autres outils, à les partager à tous les niveaux sur Mattermost, sur Facebook. On pourra mettre à dispo ton présentation. Je la mettrai, je la donnerai avec la vidéo dès qu'on aura la vidéo. Oui, puis. Tous les transparents, enfin les slides. Ouais, ainsi qu'un fichier. Oui. Un fichier pour expliquer l'installation en quelques. Après, tu l'as sur ton site, tu avais déjà marqué en Web 54, je crois que ça y est déjà. Oui, mais je peux le donner. Voilà. D'accord. Pas de souci. Ok. C'est bon? Bon, bonne soirée à tous. Bonsoir. Et passez de bonnes vacances. Profitez bien. Bonne soirée. À bientôt. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao.